Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être de regarder nous tout sous Facebook ak YouTube. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche ak mercredi pour analyser actualité. Démarche continuer pour une mission armée internationale vini en Haïti pour porter coller en face gang yo qui pas suspend fait sans couler, qui pas suspend mettre de l'eau dans les populations, la désolation dans divers quartiers et puis prend plus territoire pendant que famille yo même yo continue à courir quitter côté autorité et c'est 10 000 déplacés en 9 jours seulement. Ces derniers calculs qui fait. Dans Washington, semaine passée, c'était une autre rencontre entre responsables haïtiens, kenyans et américains sous force Kenya gagnait pour le diriger en Haïti. Quelques semaines avant ça, dans le commencement d'année, groupe expert international qui est l'International Crisis Group préparé un rapport côté li montrer qui gros défi mission Kenyan a gagné en face li en Haïti. Question qui posait, c'est est-ce que mission étranger ça capable by gang yo yon campé loin tout bon? Est-ce que gang yo a prêté bras croisés? Comment pour arriver maîtriser et après qui ça qui capable fait dans niveau social et politique surtout pour sécurité et la paix tourner une réalité dans diverses zones en Haïti. Problème non compliqué, c'est un aucun défi. International Crisis Group étudie divers aspects dans le dossier pour produire rapport liant. Nous invitons sous Tichèze Bar historien Diego Darin, expert International Crisis Group pour Amérique latine et Caraïbes et émission à la fête en français. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Diego Darin, bienvenue sur Tichèze Bar dans Alter Radio. Merci infiniment pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici et de parler avec vous. Petite présentation pour commencer, pour que les gens sachent de quoi il s'agit de International Crisis Group. Crisis Group est une organisation à but non lucratif, indépendante, non gouvernementale, qui travaille. Son objectif principal, c'est de résoudre et prévenir des conflits armés. Et nous travaillons aussi, bien sûr, pour essayer d'établir, faire des recommandations à différents interlocuteurs pour améliorer la stabilité la politique, la bonne gouvernance. Mais c'est surtout notre focus, c'est de prévenir et résoudre des conflits armés. Nous travaillons en ce moment entre 60 et 70 pays. Et donc, moi, je suis l'expert d'Haïti pour Crisis Group. Et sur Haïti, il me semble que vous travaillez depuis une trentaine d'années.
Alors, il y a eu une présence un peu... Il y avait un bureau même à Port-au-Prince de Crisis Group il me semble que jusqu'à 2015, plus ou moins. Après, par différentes raisons, il n'y a plus eu de bureau. Mais oui, on a eu une attention accrue sur Haïti à différentes périodes, certaines périodes plus que d'autres. Moi, je suis à plein temps sur le dossier depuis 2 ans déjà. Et ce rapport qui est sorti en janvier dernier, les gangs en Haïti, une mission étrangère peut-elle briser leur emprise? Parlez-nous de la démarche de réalisation de ce travail. Peut-être une petite précision sur le titre. On avait une limitation de caractère, donc on ne pouvait pas mettre tout le titre, peut-être qui semblait le plus juste, mais peut-être il aurait fallu dire, est-ce qu'une mission étrangère peut aider ou contribuer à rompre ça, parce que c'est bien sûr une mission de soutien à la police et non pas une mission qui va prendre le dessus ou la première place dans ces opérations. Vous avez interrogé des personnes, mobilisé des ressources et durant un certain temps pour réaliser ce travail. Quant à la méthodologie, c'est un peu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le mentionne pas, c'est un peu la même méthodologie que nous employons pour tous nos travaux que nous publions, qui sont d'ailleurs publics. Chez Crisis Group, tous nos rapports sont consultables sur notre page web. Moi, je parle de manière quotidienne avec des gens en Haïti, que ce soit avec des politiciens, des gens du secteur privé, des personnes de la société civile, des leaders religieux, des conducteurs de bus, des Madame Sarah, des vendeurs informels. Donc, l'idée, c'est d'avoir la plus ample compréhension de toutes les crises qui se superposent en Haïti, bien sûr en ayant un focus sur la crise de sécurité, mais comme la crise de sécurité est connectée évidemment avec des problèmes politiques, sociaux, économiques et autres, il faut avoir le plus ample éventail possible de sources et d'interlocuteurs pour avoir les yeux ouverts sur tous les fronts, quoi. Et les dernières démarches à Washington concernant la venue ou la préparation éventuelle de la venue de cette mission vous rassurent-elles quant à la présence effective? Vous avez dit début 2024 et on a vu du temps passer depuis un certain temps là. Est-ce que ça vous rassure sur la venue de cette mission en Haïti? Écoutez, ces dernières réunions qui ont eu lieu à Washington, c'est un signal additionnel qui laisse croire qu'il y a une forte volonté, non seulement du Kenya, bien sûr, qui prendrait la direction de cette mission, mais aussi d'autres partenaires internationaux tels que les États-Unis pour contribuer à surmonter les obstacles auxquels s'affronte la planification et la matérialisation de cette force, notamment le début du déploiement. Normalement, le gouvernement du Kenya s'attendait à ce que le premier contingent de quelques centaines de policiers kenyans puisse arriver sur le terrain en Haïti plus ou moins début février, justement après le feu vert de la haute cour. Mais en ce moment, ils travaillent de manière assez accélérée pour signer cet accord réciproque avec Haïti. Et apparemment, selon les dires d'une personne du ministère des Affaires étrangères du Kenya, ils n'attendraient pas, parce qu'ils sont en train de faire appel à la décision, à la cour d'appel, mais ils n'attendront prétendument pas la décision de la cour d'appel pour envoyer les premiers policiers en Haïti. C'est à voir, c'est à suivre. L'idée centrale de votre rapport, me paraît-il, est que la présence de cette force est plus que jamais nécessaire en Haïti, mais c'est pas un succès assuré. Il y a des conditions pour que cette mission soit un succès. C'est bien ça.
Je pense que, comme vous le disiez, un peu le cœur de notre questionnement, c'est qu'est-ce qui peut permettre à la mission de faire son travail, tout en comprenant et en ayant en compte que la, la MMAS, bon, la mission de soutien à la sécurité, n'a pas pour objectif de résoudre les problèmes d'Haïti, ni de résoudre le problème des gangs. Son mandat est assez clairement établi dans la résolution autorisant la mission du Conseil de sécurité. C'est un mandat en 2 volets. La première partie du mandat, c'est de tenter de contribuer, participer à la planification et à la conduction d'opérations contre les gangs, participer à cet effort de la police, donc soutenir la police dans cet effort-là. Et le deuxième volet, qui est le volet, disons, le plus communément connu dans les médias et par les Haïtiens, c'est de protéger les infrastructures critiques et infrastructures d'État d'Haïti. Mais il faut être très clair, la mission ne sera pas limitée à protéger des infrastructures critiques telles que des aéroports, des routes, non. D'ailleurs, la première chose qui est mentionnée dans cette résolution, dans la partie de son mandat, c'est qu'elle doit participer à la planification et à la conduction d'opérations anti-gang. Et donc, ça a évolué parce qu'au début, c'était justement sa mission de protéger, ou bien ce que voulaient faire les Kenyans, c'est de protéger les institutions. En fait, c'était plutôt les États-Unis qui avaient cette vision d'avoir, qui proposait, dans un premier temps, d'avoir une mission qui est une empreinte assez minimale, c'est-à-dire qu'elle ne vienne pas envahir, comme beaucoup d'Haïtiens ont peur, qu'il y ait une mission un peu... Comme une évasion. Oui, c'est-à-dire c'est un peu en réaction à cette peur. J'imagine qu'au début de la planification, il y avait une volonté de circonscrire au minimum possible l'empreinte de cette mission. Donc l'idée était d'abord de reprendre certaines infrastructures critiques telles que, j'imagine, les tribunaux de première instance de Port-au-Prince, la cour de Croix-des-Bouquets, les principaux ports et les zones qui sont autour de ces ports pour pouvoir les entrées et les sorties à Port-au-Prince, toutes les routes qui sont contrôlées en ce moment par les gangs. Mais quand la première mission kenyane a été envoyée en août en Haïti, ils se sont rapidement rendus compte que ce qu'attendaient les Haïtiens, ce n'était pas qu'ils viennent protéger les institutions de l'État, mais aussi qu'ils viennent diminuer les niveaux de violence, essayer de réduire les territoires perdus, comme on les appelle, les territoires contrôlés par les gangs, et vraiment aller dans des opérations frontales contre les gangs pour diminuer leur pouvoir considérablement. Donc, après ces échanges entre les délégations kenyanes, haïtiennes et états-uniennes et autres, la planification a un peu changé. C'est ainsi que le mandat mentionne tout d'abord la réalisation d'opérations anti-gang. Sur le mandat, juste une petite remarque, ce n'est pas un mandat de l'ONU, mais la mission a été planifiée au sein de l'ONU et il y a beaucoup d'ambiguïté à ce niveau. Y a-t-il d'autres cas pareils à travers le monde? Oui, donc comme vous le dites, cette mission n'avait pas été conçue comme une mission de maintien de la paix, comme l'était la MINUSTAH, qui avait un mandat beaucoup plus large, qui avait en gros un mandat de stabilisation, qui avait et qui a été un gros échec. Dans le long terme, il n'y a pas eu, sur le moyen et long terme, il n'y a pas eu de résultats vraiment positifs qui aient pu perdurer dans le temps.
Malgré ça, au niveau de la sécurité au moins, la MINUSTAH, elle était arrivée dans ses opérations entre 2006 et 2008 à contrôler assez bien le problème des gangs, notamment à Cité Soleil. Donc oui, certes, bilan assez mitigé de cette mission. Et cette mission, précisément, elle prend la mesure de ce qui a été arrivé de ce que la mission, de ce que la MINUSTAH est arrivée à faire ou pas. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, son mandat est beaucoup moins large. Ici, il s'agit vraiment de venir prêter main forte à la police pour avoir une contre-offensive contre les gangs. Donc, et il ne s'agit pas d'une mission de l'ONU, c'est un effort qui va être dirigé par le Kenya et il va y avoir d'autres pays dont on n'a pas encore une idée très très claire, mais il y aura des pays du Sud global, des Caraïbes, qui vont contribuer, des policiers, et d'autres pays du monde qui vont contribuer de l'argent et des équipements pour le personnel qui sera envoyé. Et ceci s'inscrit aussi Ça dans ne paraît pas se bousculer quand même, hein, quand on regarde les réactions il y a à travers le monde. Après, oui, comme vous dites, la planification et un peu la récolte de toutes ces contributions qui doivent être faites pour la matérialisation de la mission ne sont pas aussi rapides que beaucoup l'auraient voulu. Mais il y aura une réunion qui aura lieu dans pas très longtemps. Normalement, il me semble que c'est le 22 février. En marge d'un sommet, il y aura une réunion qui se focalisera sur les contributions de différents pays pour la mission, pour arriver à assurer, à garantir que d'autres pays vont compromettre ces fonds, ces policiers et ces équipements pour que la mission puisse devenir réelle et puisse arriver sur le terrain. Dans une partie de votre travail, votre rapport, le rapport de International Crisis Group, Diego Darin, vous insistez beaucoup sur les préalables au déploiement de la mission. Quels sont-ils, ces préalables? C'est-à-dire, nous insistons sur les préalables qui ont été établis dans la résolution du Conseil de sécurité. Parce que, vraiment, quand vous lisez cette résolution, elle prend bien la mesure des failles qu'ont pu avoir des missions passées en Haïti. Et elle établit, bien sûr, une bonne quantité de garde-fous et de garanties pour que les troupes soient bien entraînées, qu'il y ait des méthodologies de monitoring, pour faire suivi à tout ce que fait la force sur le terrain pour garantir à ce que tous les agissements du personnel international soient régis par le droit international humanitaire et surtout pour éviter des fautes très très graves et des crimes qui ont été commis par des casques bleus par le passé, même si ici, cette fois-ci, il ne s'agira pas de casques bleus, mais de policiers de différents pays qui viendront en Haïti. Donc, nous recommandons bien sûr que le Kenya ne fasse pas fi et vraiment prenne au sérieux toutes ces exigences qui ont été recommandées, parce que le Conseil de sécurité, il ne peut, dans le cas de cette mission, il ne peut pas donner des ordres aux pays qui vont participer à la mission, mais il recommande. Donc oui, en termes de protection des civils, et bien sûr, et c'est très important que le personnel qui sera envoyé en Haïti soit du personnel qui ait vraiment des capacités, ou la plupart, ou le plus grand nombre de ce contingent ait des capacités
vraiment acquise en termes de combats urbains irréguliers dans des milieux assez compliqués comme ils devront le faire en Haïti. Après, nous savons que le premier contingent kényan qui devait être déployé euh, depuis un certain temps ou en début de cette année, il a fini son entraînement qui a duré quelques mois, un entraînement assez exhaustif, non seulement du point de vue opérationnel, mais aussi en termes de compréhension du terrain et en termes aussi de comment agir dans un milieu très compliqué tout en en prenant toutes les mesures possibles pour protéger la vie des civils. Et cette formation a eu lieu où? Elle a eu lieu au Kenya. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont concouru à ces entraînements. Des entités très différentes, non seulement, comme je disais, d'un point de vue opérationnel de sécurité, mais aussi droits humains et d'un point de vue humanitaire aussi. Vous dites que cette mission ne doit pas se déployer si elle ne dispose pas de formation suffisante, d'effectifs suffisants et d'équipements aussi. C'est-à-dire tout ça doit être réuni préalablement. C'est ce sur quoi travaille en ce moment. Bien sûr, le Kenya, les États-Unis qui vont fournir la plupart des fonds pour cette étape initiale de la mission, et d'autres pays qui ont déjà exprimé leur volonté de participer à la mission, tels que la Jamaïque, Bahamas et bon, d'autres pays avant de les mentionner, peut-être il faudrait attendre à avoir cette notification, parce que tous les pays qui vont participer à la mission doivent notifier préalablement le secrétaire général. Nous n'avons pas encore eu l'opportunité de lire cette liste de pays qui auraient déjà exprimé leur volonté au secrétaire général de l'ONU de participer à la mission. Y a-t-il une limite de taille? Êtes-vous au courant qu'il y a une limite dans le temps pour finir cette étape et entamer un déploiement? Je pense que c'est une question très compliquée au vu des problèmes juridiques internes auxquels fait face le Kenya, même s'ils disent qu'ils sont assez confiants, et d'autres partenaires internationaux aussi qui connaissent bien l'affaire sont assez confiants sur le fait que cette décision négative de première instance au Kenya ne va pas mettre un frein définitif sur la mission. Il a été dit par le gouvernement haïtien dans son communiqué qui a été publié il y a quelques jours, que lors de cette réunion à Washington, une date limite avait été établie. Bien sûr, cette date n'a pas été rendue publique. Bien entendu, cela doit répondre à différentes raisons, que ce soit au niveau stratégique, mais aussi pour ne pas augmenter les tensions dans ce problème juridique interne au Kenya. Alors, selon le gouvernement haïtien, oui, il y aurait déjà une date limite pour il ne précise pas, mais je pense que ce serait pour le début du déploiement. Parce que bien sûr, le déploiement, il va pas, vraisemblablement, il va pas s'effectuer tout d'un coup, dans une seule journée. Il va s'effectuer d'une manière plus ou moins progressive, avec des premiers effectifs qui vont venir préparer le terrain pour l'arrivée des autres contingents des autres pays. Et parmi les préalables, vous notez aussi l'unité au niveau des forces politiques pour accueillir la mission. Ça, c'est très compliqué aujourd'hui en Haïti. Bien sûr. Et parce que les opinions divergent. Absolument. C'est un débat extrêmement épineux, parce que pour la plupart des Haïtiens, et
pas dire pour la grande majorité des Haïtiens, la priorité, c'est la sécurité en ce moment. Et avec la plupart des gens avec lesquels je parle, non pas avec des politiciens, mais des gens comme vous et moi, des civils, ils se sentent un peu à l'écart de ces discussions politiques entre pas mal de politiciens traditionnels qui n'ont pas vraiment de soutien populaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que nous devons attendre à ce que ces messieurs et ces dames-là se mettent d'accord pour que nous, on puisse avoir un minimum, une vie qui ressemble à quelque chose de normal. Pourquoi est-ce que nous devons attendre une mission qui peut contribuer à la normalisation de la situation, d'un point de vue sécuritaire, bien entendu, sur le court terme aussi, très important de le préciser, si ces messieurs-là n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, nous, internement, à Crisis Group, on a eu beaucoup de discussions sur les recommandations que nous devions faire. Si la priorité, c'était un accord politique ou l'arrivée de la force. Et vu le temps que ça met et le manque de disposition à faire des concessions additionnelles, je dirais pas tellement du point de vue de l'opposition pendant un certain temps, mais surtout de la part du gouvernement intérimaire, ce qui a changé d'ailleurs, mais je pourrais revenir là-dessus, ce qui a fait que l'opposition a assumé des positions plus radicales qu'auparavant. Donc, en ce moment, il n'y a vraiment pas, on ne voit pas la possibilité que les acteurs politiques se mettent d'accord dans le court terme. Je dis pas que ce soit pas possible, je dis que c'est peu probable. Et ce serait, je dirais même inhumain en écoutant toutes ces personnes qui demandent mais quand est-ce que va arriver la mission? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une semblance de normalité ici en Haïti? Quand est-ce qu'on va arrêter de se faire violer, de se faire tuer, de se faire kidnapper? Donc, bien sûr, nous demandons, nous n'établissons pas dans nos recommandations un accord politique comme un préalable, comme une condition nécessaire pour le déploiement, mais nous disons bien sûr que sans un accord politique pour créer un gouvernement plus inclusif, il n'y aura pas de solution qui dure, que ce soit en termes politiques ou que ce soit en termes de sécurité. Et juste avant, Diego Darin, de prendre une petite pause et arrêtons-nous même 1-2 minutes sur cet aspect assez crucial qui concerne justement la confiance. Beaucoup d'acteurs politiques ont peur que cette mission vienne soutenir le gouvernement en place. C'est pour ça que il est indispensable que, en parallèle de cet effort de la communauté internationale pour venir en aide à la police, pour arriver à inverser le rapport de force avec les gangs, il y ait d'autant plus de pression sur le gouvernement intérimaire et sur l'opposition pour qu'ils arrivent à un consensus pour établir un gouvernement de transition qui suscite plus la confiance des gens. Parce que, bien sûr, je ne dis rien de nouveau quand je dis que le Premier ministre est un leader politique extrêmement impopulaire et, dirais-je, qui doit prendre la mesure en ce moment des grosses difficultés pour faire avancer le dialogue politique s'il ne fait pas de certaines concessions additionnelles. Sur ce, nous prenons une petite pause et nous revenons dans un instant. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la simple, c'est l'argent. Faut bon dépistage qui fait des plus profonds. On prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon poelien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui a mis courant avec nous. Je dis Diego Darin, c'est un historien qui a travaillé comme expert pour l'Amérique latine et la Caraïbe au niveau International Crisis Group qui fait produire un rapport, nous t'ai dit ça, les gangs en Haïti. Une mission étrangère peut-elle briser leur emprise? Quels sont les défis majeurs en face de cette mission? Il y a une grande quantité de défis, bien sûr. C'est une mission qui va être assez compliquée si, en tenant compte le pouvoir qu'ont aujourd'hui les gangs, leurs liens qu'ils ont avec les élites et d'autres des personnes qui ont du pouvoir en Haïti et l'énorme contrôle territorial qu'ils ont réussi à amasser au cours des dernières années. Nous, on énumère certains défis qui peuvent, pour donner certaines recommandations à la mission. La première dont on a parlé dans la première section de l'interview, c'est bien sûr la protection des civils dans les opérations qui seraient menées dans des quartiers qui sont très très difficiles. Densément peuplés. Exactement, et non seulement densément peuplés, mais avec des voies d'accès qui sont très restrictives quant à la possibilité de faire entrer des blindés ou du gros matériel, que ce soit au niveau de la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, Martissan, Village de Dieu, certains quartiers de Tabar. Donc très important qu'il y ait tous les égards et toutes les mesures possibles dans la planification et dans la conduction des opérations pour protéger les civils. Cela doit être une priorité, tant pour le personnel international que pour la police, parce que bien sûr, ces opérations seront menées de manière conjointe par ces deux forces. D'ailleurs, dans un rapport que nous avions publié l'année dernière, nous avions déjà commencé à dire que l'arrivée de la force et de manière des premières opérations dans des territoires qui soient pas tellement difficiles d'appréhender et de circuler dans ces aires pourrait servir pour que la force agisse comme un dissuasif par rapport aux gangs. C'est-à-dire que les gangs, en voyant que la force est bien entraînée, bien équipée, qu'ils n'ont pas peur et qu'ils arrivent à reprendre, j'en sais rien, un axe routier important ou qu'ils arrivent à faire une opération qui a du succès, là, il peut y avoir certains gangs qui se disent « Bon, on va pas on va choisir de ne plus avoir une attitude confrontationnelle, mais on va peut-être essayer de dialoguer. » Et là, ce serait, de notre point de vue, la solution plus ou moins idéale, puisque cela permettrait de créer des couloirs humanitaires et d'éviter que les civils soient pris entre deux feux,
dans les combats entre les gangs et les forces de sécurité. Donc, la protection des civils, bien sûr, c'est le premier défi. Sur cet aspect-là, vous n'écartez pas non plus que les gangs s'allient pour lutter contre la force. C'est une possibilité que nous détaillons dans notre rapport. Les gangs, ils sont un peu dans l'attente de voir ce à quoi va ressembler cette force. Qui sont les soldats les soldats plutôt, les policiers qui vont venir, quelles sont leurs capacités au combat. Et s'ils voient qu'ils sont face à une menace qui dépasse leur capacité militaire, il y aurait certains leaders de gang, chefs de gang, qui seraient prêts à établir des dialogues pour voir comment faire pour faire cesser d'exister les gangs d'une manière différente qu'à travers des combats. Pour ce faire, il y aurait d'abord besoin d'une volonté du gouvernement, c'est-à-dire d'une volonté et d'un projet qui émane des autorités haïtiennes pour commencer à établir des canaux de communication entre des représentants de ces groupes et des représentants de l'État, bien sûr en coordination avec des tiers, des organisations internationales qui pourraient aider à collaborer dans ce genre de dialogue. Tout en sachant que plusieurs chefs de gang ont été mis sur des listes internationales ou sont ouvertement recherchés par le FBI, c'est-à-dire que il y a des contentieux qui sont exprimés et qui sont officiels avec certaines Absolument. de ces personnes. Absolument, et de toute façon, il faut être préparé à ce que des éventuelles négociations avec les gangs pour établir des mécanismes de démobilisation ou plutôt de démantèlement de ces structures soient acceptés d'une certaine manière par les Haïtiens. Parce qu'en ce moment, j'imagine que vu la quantité de crimes qu'ont commis ces personnes, c'est quelque chose qui va être difficile à faire. C'est une pilule qui va être difficile à faire passer pour la plupart des Haïtiens. Qui ont vu leurs familles, leurs amis se faire massacrer, se faire violer, se faire kidnapper, etc. Être dans une peur constante depuis des années, comme on a pu le voir avec l'avènement du mouvement Bois-Calais, mais depuis avant ça, il y a une haine envers ces chefs de gang, envers les membres de ces groupes. Et il serait difficile à prévoir comment est-ce que les Haïtiens pourraient être prêts à accepter des négociations de ce genre. Mais je pense qu'il est très important de lancer la discussion. Il est très important de commencer à avoir ce débat. Est-ce que la plupart des jeunes qui intègrent ces gangs le font parce qu'ils veulent tuer des gens, le font parce qu'ils veulent violer des femmes et des enfants, ou le font parce qu'ils n'ont aucune opportunité dans la vie et n'ont d'autre avenir que d'avoir un peu de respect en étant dans un groupe comme ça et d'arriver à avoir quelques gourdes pour mettre du pain sur la table le soir. C'est un débat, on peut y revenir tout de suite, mais juste avant, qu'est-ce que ça représente, d'après vos recherches, la puissance réelle des gangs? On peut bien sûr l'estimer, c'est difficile à calculer avec précision. D'ailleurs, ne serait-ce que essayer de déterminer la quantité de membres de gangs armés qui opèrent dans le pays, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Vous dites 300 gangs à peu près. Oui, après ça c'est le décompte qui a été établi par les Nations Unies. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que de faire un calcul de combien de gangs opèrent dans le pays,
c'est plus important de comprendre les structures hiérarchiques qui existent entre différentes structures armées et le jeu de coalition qui s'est enclenché depuis plus ou moins 2020 quand le G9 et le JPEP ont émergé et ont fait complètement changer la manière d'opérer de ces groupes. Donc oui, il y aurait apparemment 300 de ces structures, mais il y a surtout 2 grosses alliances qui opèrent notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais pas que dans la capitale, sont bien sûr que tout le monde connaît, le G9 et le JPEP. Le JPEP prend et étend ses territoires de plus en plus, surtout au cours de la dernière année, tandis que le G9 contrôle toujours plus ou moins les mêmes zones. Ils n'ont pas une volonté, on ne constate pas une volonté chez le G9 pour le moment d'étendre plus que ça ces territoires, mais plutôt de se protéger, de protéger les territoires qu'ils contrôlent depuis un certain temps des attaques de gangs rivaux, de la coalition rivale. Ce qui ne veut pas forcément dire que le G9 est plus faible que le JPEP. Ils ont des manières d'opérer différentes, ils ont des manières de contrôler la population qui habite dans les zones qu'ils occupent de manière très différente. Ils ont un rapport différent avec les civils, aussi bien sûr avec certains membres des élites. Et de toute façon, il n'y a pas une homogénéité au sein de chaque coalition. Et ces coalitions ne sont pas vraiment des coalitions, c'est plus des alliances de circonstances et stratégiques qui sont très fluctuantes et qui, comme vous le savez, changent avec le temps. Comme on a pu le voir dernièrement, il y a quelques gangs qui faisaient jusqu'à il y a peu partie du G9 qui commencent à rompre ses liens avec le G9 et qui commencent à être du côté du JPEP. Donc voilà, mais il est important de dire que c'est des structures armées qui sont bien plus professionnelles et mieux équipées et mieux armées que celles qu'avaient vues d'autres missions internationales telles que la MINUSTAH. Et vous soutenez, je tiens à le souligner, que l'élimination physique des chefs de gang ou des membres importants de gang ne résoudrait pas le problème. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu avec la MINUSTAH. Il y a eu des opérations très effectives contre les plus importants leaders de gang de Cité Soleil. Des centaines de membres de gang importants les uns, pas très importants les autres, mais des membres de gang quand même qui ont été emprisonnés, arrêtés puis emprisonnés, qui, une grande partie d'ailleurs, ont été libérés des prisons avec le tremblement de terre de 2010, mais bon. Mais le fait d'éliminer de l'équation le haut de la hiérarchie d'une structure armée ne garantit pas que la structure armée ne va pas continuer à exister. D'ailleurs, il peut avoir des effets adverses, des effets non voulus d'une telle stratégie, c'est-à-dire que, comme nous avons pu le voir, dès qu'il y a un leader de gang qui meurt, parfois il y a des combats qui s'ensuivent pour déterminer qui va prendre le pouvoir et qui va prendre la place et va avoir l'autorité pour remplacer le chef de gang qui a été soit arrêté, soit qui est mort, soit qui a été assassiné. Donc non seulement une stratégie qui vise uniquement les chefs et les lieutenants des gangs ne va pas être effective pour démanteler ces structures, mais aussi il serait très naïf de croire que tous les membres de gangs vont pouvoir être mis en prison. En ce moment, il y a... Vous savez, on est très interpellé en Haïti par la méthode, la démarche salvadorienne. Bien sûr, c'est un modèle qui a un grand attrait dans des pays qui traversent des crises de sécurité très graves comme
comme c'était le cas au Salvador jusqu'à il y a quelques années. Après, il faut se poser des questions sur le fait si ce modèle d'emprisonnement massif est soutenable dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir, bien sûr, des effets très concrets et visibles, surtout pour les civils qui se sentent au Salvador pour la première fois depuis des années en sécurité dans des zones qui ne l'avaient pas été depuis des années. Mais il faut se demander quels vont être les effets au moyen et long terme de cette politique. Est-ce qu'il va être soutenable d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique et d'un point de vue de sécurité en général? Mais bon, de toute façon, c'est pas du tout le cas. Je pense que même s'il y avait la volonté de faire ce qu'a fait Bukele en Haïti, l'État haïtien n'a pas le budget pour faire ça. En ce moment, le système carcéral est complètement débordé. Il y a une population carcérale de plus ou moins 11 800, environ 12 000 personnes emprisonnées, dont 86 ou 87% n'ont pas encore vu un juge. Donc, il serait naïf de croire que les membres de gang pourront être processés, jugés et puis emprisonnés. Il n'y a pas la capacité judiciaire, il n'y a pas la capacité dans les prisons. Donc il faut envisager une solution alternative. Il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jeunes qui font partie de ces gangs, qui peut-être pour la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment une volonté d'être dans ces structures, mais qui maintenant se voient d'une manière ou d'une autre ancrés dans ce jeu de guerre et dont il faut les extraire. Donc, et vous prenez, il me semble, la démobilisation des gangs. Nous l'avons décrit comme démobilisation dans notre rapport. Après, il y a d'autres institutions qui l'appellent plutôt démantèlement. Mais au-delà du débat autour des termes, il s'agirait bien sûr d'établir des moyens de communication et de dire, bon, nous sommes les autorités haïtiennes, qu'est-ce que vous voulez au niveau des soldats, des chefs de gang, quelles sont vos demandes, et on verra ou pas si on peut les entendre, si c'est du n'importe quoi, et bon, il y aura bien sûr des demandes des gangs qui seront qui causeront un peu une indignation, mais il faut tenter des dialogues. Il faut tenter des dialogues pour essayer de sortir de cette impasse sans qu'il y ait des affrontements dont bien sûr très certainement il y aura des victimes civiles. Et alors, quelles sont les conditions pour que cela réussisse, puisque quand même sur les 20 dernières années, plus ou moins, on a expérimenté le démantèlement, la démobilisation de groupes armés, et voilà où on en est aujourd'hui. Cela veut dire que ça n'a pas eu beaucoup de succès, sinon que sous le gouvernement de Préval, on a vu une parenthèse d'apaisement, mais après, il y a eu d'autres mises en place qui n'ont pas donné de résultats du tout. Oui, mais j'aurais tendance à dire que cette période d'apaisement dans la période Préval tenait plutôt à la stratégie qu'avait établie le tournant dans la stratégie de la MINUSTAH, qui a décidé, lorsque Préval a été élu et qu'il a proposé des négociations aux gangs, que les gangs ont refusé de prendre la main tendue par le gouvernement et qu'ils ont lancé les opérations, surtout à Cité-Soleil, comme on l'avait dit. C'est les opérations qui ont contribué à la diminution du pouvoir des gangs et donc à l'apaisement qu'il y avait eu dans les années qui ont suivi ces premières interventions qui ont eu lieu en 2007. Mais je dirais que il y a beaucoup à apprendre des processus de démobilisation, de démantèlement qui ont été tentés en Haïti par le passé pour vraiment établir des mécanismes qui soient sérieux, qui soient ambitieux
Il faut des interventions publiques parallèles qui accompagnent ces opérations? Absolument, absolument. Donc, il faut non seulement des moyens, un mécanisme pour établir des manières pour les membres de gang de quitter ces structures et de passer à la société civile, mais après aussi d'intégrer ces personnes à nouveau dans le tissu social, ce qui sera pas évident du tout à faire dans certaines parties où la plupart de ces personnes sont considérés par les Haïtiens comme des bourreaux. Donc, il faut une forte intervention des structures de l'État, il faut des programmes de réintégration très robustes, très bien pensés et très bien conçus au niveau de chaque lieu où ils vont être implantés. Il ne faut pas venir implanter des modèles étrangers sur la réalité haïtienne, ni le même modèle va pouvoir être le même, j'en sais rien, à Martissan qu'à Savien. Il faut avoir des études sur le terrain pour comprendre comment est-ce qu'on peut reconstruire ce tissu social. Mais reconstruire le tissu social, c'est pas la fin de l'affaire non plus. Il faut aussi donner des opportunités de travail à toutes ces personnes qui sont pour la plupart d'entre elles dans une misère presque totale, pour qu'il n'y ait pas de raisons économiques de certains de ces personnes pour recréer des structures criminelles. Et d'autre part, la police elle-même aussi doit être renforcée, c'est ce que vous dites, et il faut une aide robuste à la police, et même vous prenez une forme de police de proximité. Il y a eu beaucoup de débats sur comment faire en Haïti une police de proximité, une police communautaire. Il faut faire atterrir ces débats avec des stratégies concrètes, avec un plan de sécurité au niveau surtout urbain, mais pas que. Mais aussi renforcer la police ne passe pas que à travers ça. Il faut la police est dans un piteux état, tout le monde le sait en Haïti. Il y a actuellement moins de 10 000 policiers actifs pour une population de 12 millions. Il n'y a pas d'armée qui soit mobilisée, donc c'est la seule force de sécurité qui soit active dans le pays. Pour arriver aux standards recommandés au niveau international. Puis les infrastructures ont été détruites dans plusieurs quartiers, dans plusieurs régions. Ont été détruites. Pour arriver à des standards qui sont recommandés au niveau international, il faudrait avoir une police pour 12 millions d'habitants. Il faudrait avoir une police d'au moins 25 000 effectifs. Et de 25 000 effectifs qui sont de véritables policiers, c'est-à-dire de gens qui ne collaborent pas avec les gangs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande quantité des effectifs de la police qui ont des liens différents avec les gangs, mais qui ont des liens. Certains qui sont en collusion avec eux, qui collaborent, et certains autres qui se voient par la force des choses, par le lieu où ils habitent, par les gens qu'ils connaissent, de collaborer de force avec les gangs. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un vetting qui soit vraiment institutionnalisé et qui soit pris en charge à un certain moment et progressivement par la police elle-même, mais que le vetting reprenne avec l'aide du BINU, d'organismes internationaux qui aident la police à mettre en marche ce vetting qui doit être absolument continu et qui ne doit pas seulement se focaliser sur les forces, sur les unités spéciales de la police, mais qui doit être réalisé. Cet examen doit être réalisé sur tous les policiers qui fassent partie de l'institution pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite d'informations et qu'il n'y a pas, pour couper les liens entre les forces de sécurité et les groupes illégaux qui doivent combattre. Et pour terminer, le dernier point, mais pas le moins important, on en parlait, c'est justement le cadre politique. Et pour vous, sans un accord politique, il est impossible de réaliser ces étapes. Disons que
le besoin d'un accord politique concerne surtout la marche à suivre au niveau de la restitution, du rétablissement des institutions démocratiques en Haïti. Parce que la mission internationale peut contribuer à diminuer dans le court terme les niveaux de violence en Haïti, mais pour garantir que ces acquis en termes de sécurité vont être durables, il faut avoir une certaine stabilité politique. Et afin qu'il y ait une stabilité politique, il faut rétablir les 3 branches de l'État qui sont en ce moment pratiquement dysfonctionnelles. Et il faut bien sûr, mais je dirais que c'est pas vraiment la priorité en ce moment, mais il faut à un certain moment qu'il y ait des élections. Qu'il y ait des élections qui soient compétitives, c'est-à-dire qui soient pas manipulées par une partie ou une autre, mais qui génèrent aussi de la confiance auprès des Haïtiens. Parce que sinon, ce qu'on risque, c'est d'avoir des élections comme on l'a eu en 2016, où moins de 20% des personnes qui pouvaient voter sont allées voter. Donc, ce qui fait qu'on a un gouvernement qui n'est pas vraiment représentatif, et donc à partir de là, il y a des discussions autour de la légitimité du gouvernement. Donc, en ce moment, il est clair que le gouvernement, que Ariel Henry, le Premier ministre Henry, est un leader qui n'est pas soutenu par une énorme partie de la population, une majorité de la population. C'est un leader qui est impopulaire. Et ne serait-ce que pour cette raison, le gouvernement intérimaire devrait comprendre que pour arriver à faire des élections dans lesquelles la population ait confiance, il faut arriver à un accord avec d'autres forces politiques pour qu'il n'y en ait, dans l'idéal, aucune qui ait une force plus importante qu'une autre pour essayer de manipuler et dévoyer le cours normal des élections pour favoriser un groupe ou un autre. Donc il est très important que, en parallèle de l'effort international pour restaurer la sécurité avec la mission multinationale, il y ait une pression accrue sur tous les acteurs politiques, y compris, je dirais notamment sur le gouvernement intérimaire en ce moment, pour qu'ils prennent au sérieux les discussions et pour qu'ils fassent des concessions pour arriver à un schéma de pouvoir où il y ait un peu plus d'équilibre ou un peu plus de, comme on dit en anglais, de checks and balances. Une structure d'État qui permette d'arriver à des élections qui soient crédibles. Tichèze Ba. Ebyen, sou Tichèze Ba, jeudi an, nou te genyen avèk nou historien Diego Darin, ekspert international Crisis Group pou Amerik Latine ak Karaib lan, International Crisis Group, ki fèk prodwi yon rapor ki rele les gangs en Haïti, une mission étrangère peut-elle briser leur emprise? N'abjoine-les sous internet, évidemment. Nous dit tout auditeur ak auditrice qui t'a coûté Tichèze Ba, merci en pile. Nan micro, c'est Godson Pierre, na ouais, semaine prochaine. Et en attendant, nous capables recouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.